Alors, bonjour aux participants qui sont à l'heure et à ceux qui arriveront au fur et à mesure. Donc, dans le principe, ce webinaire, comme je le disais, consacré à la rénovation énergétique des copropriétés, qui sera présenté par Gaël Bogoto. En préambule, je vais passer la parole à Emmanuel Poncet, qui est coordonnateur de la communauté transition énergétique au CNFPT, à l'INSEP de Montpellier, en charge et responsable du pôle de compétences énergie-climat. Et il va vous donner quelques informations sur le CNFPT et tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de formation et en termes d'événements. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Donc bonjour à tous et bonjour à Monsieur Bocoto, que je remercie ici pour ce joli travail et cette participation, qui est en fait une émanation d'un atelier sur lequel Monsieur Bocoto était intervenu aux Assises de l'énergie. Donc sur les copropriétés et leur rénovation énergétique, donc de forts enjeux au niveau environnemental, social et économique, bien sûr. On connaît tous ces enjeux. Alors le CNFPT, bien sûr, sur cette thématique, il travaille depuis plusieurs années avec un module de formation sur la question, on va dire, des plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Et donc j'ai à vous soumettre donc une session de formation qui aura lieu du 21 au 23 juin 2021 sur ce sujet-là à Montpellier. Donc en présentiel. Vous savez qu'actuellement le CNFPT développe des formations à distanciel, mais ce module-là, pour l'instant, est prévu en présentiel. On verra bien ce que l'avenir nous dira dans les mois prochains sur cette organisation. Donc, je répète, du 21 au 23 juin 2021 à Montpellier. Voilà, je vous envoie donc le code session de cette session, donc le code à partir duquel vous pourrez vous inscrire sur le site du CNFPT. Et puis deuxième information, sur ce sujet-là, la SEM Île-de-France Énergie, qui travaille aussi sur la rénovation énergétique des copropriétés, s'est rapprochée du CNFPT. Donc on va engager donc un partenariat avec. On vous proposera d'ici la fin du semestre, le premier semestre 2021, un autre séminaire sur la question du programme C2E Récif, qui permet aux collectivités bien de sensibiliser les syndics de copropriété, les copropriétaires à la rénovation énergétique donc de ces bâtiments-là. Voilà. Donc sur ce programme-là qui dépasse largement la région Île-de-France, puisque 4 régions sont concernées, on souhaite nous CNFPT promouvoir ces actions-là qui sont importantes, et puis certainement travailler avec donc cette société d'économie mixte pour voir comment on peut, de manière étroite, travailler sur un programme de formation et élargir le programme de formation qui existe déjà au CNFPT. Voilà, je ferme la parenthèse. Je vous souhaite un bon webinaire. Je ne pourrai pas rester avec vous. Et encore merci à Monsieur Bogoto, à Jean-Pierre aussi pour l'organisation de ce webinaire. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Gaël Bogoto, je suis chargé de mission accompagnement des copropriétés à l'Agence locale de l'énergie et du climat de la grande région grenobloise, qui est depuis peu une SPL. Et je suis coordinateur du pôle copropriété qui regroupe à peu près 6 personnes à l'ALEC. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'était à la demande des organisateurs de ce webinaire, je vais vous présenter les grandes lignes, le contexte de l'accompagnement des copropriétés en France et vous présenter ce qui a été mené comme politique à l'encontre de ce public, les copropriétés donc sur la métropole grenobloise. Je n'ai pas du tout la prétention d'expliquer la manière dont il faut s'y prendre ou de donner des règles d'or. C'est vraiment une illustration de ce qui peut être mené et mis en place sur une collectivité qui en plus, donc là, on peut en avoir un aperçu sur cette photo. Sur cette photo, il y a une grande diversité de copropriétés, puis on a une particularité, c'est qu'on s'est énormément développé dans les années 60, la ville de Grenoble et son agglomération. Donc c'est vraiment un modèle, et j'espère qu'à travers la présentation de ce modèle, vous aurez beaucoup de questions qui permettront d'échanger sur la deuxième partie de cette présentation. Voilà. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter, après avoir dit 2-3 mots sur qui nous sommes, des éléments de contexte pour aller du national jusqu'au local, vous présenter ce qu'on fait sur la métropole grenobloise, et ensuite
pouvoir échanger. Enfin, j'ai inversé, là, il y aura d'abord les résultats, conclusions, et puis les échanges ensuite. Donc, qui sommes-nous à l'ALEC de Grenoble? Nous sommes une association d'abord qui a été créée en 98, donc il y a un petit peu plus de 20 ans, qui s'est transformée en SPL, Société publique locale, depuis mai 2020. Notamment, on y reviendra en raison de l'évolution du contexte de financement des plateformes de la rénovation. Et donc aujourd'hui, on est société publique locale entièrement financée par la métropole de Grenoble. On garde un volet associatif à côté, donc on a un petit peu deux structures en ce moment. On est une trentaine de collaborateurs, on a une grosse ALEC en France. Et depuis 2019, nous sommes l'animateur principal du service public de l'efficacité énergétique qui a été mis en place par la métropole. Donc comme beaucoup d'ALEC en France, on travaille à destination des particuliers, des collectivités, des bailleurs sociaux, des établissements publics et aussi des TPE, PME sur les thématiques liées à l'énergie, économie d'énergie, énergie renouvelable, changement climatique. Et notre accompagnement est gratuit et neutre et indépendant. Voilà pour la présentation très brève de notre structure. Sur la thématique des copropriétés, quelques éléments de contexte. Alors je vais partir du national au local. Le parc de copropriétés en France, c'est 36 millions de logements. Non, alors il y a 36 millions de logements en France, pardon, au total, en 2019, qui représentent 30% des consommations d'énergie finale. 28% de ces logements sont situés en copropriété, donc c'est à peu près 10 millions. Les trois quarts de ces logements ont été construits avant-guerre, avant 1948, donc présentent des particularités de construction souvent liées aux ressources et aux matériaux d'un territoire, à l'architecture d'un territoire aussi. Donc elles sont vraiment spécifiques. Le reste a été construit par la suite, pendant les 30 Glorieuses, beaucoup, et puis progressivement jusqu'à aujourd'hui, sachant que le parc de copropriété grandit plus vite que celui des logements individuels. Mais globalement, on considère que les nouveaux bâtiments représentent 1% par an du parc. Ces copropriétés sont situées majoritairement dans les grandes communes, centres, et 30% de ces copros sont situés à Paris. C'est quand même important de le dire, bien qu'il y en ait un peu partout en France, et que la problématique est valable partout en France. Caractériser son parc de copropriété au niveau local, il y a plusieurs moyens de le faire. Et il y a un moyen qui est assez simple aujourd'hui, grâce à un outil qui s'appelle le registre d'immatriculation des copropriétés. Vous, en tant que collectivité locale, vous avez accès normalement à ce registre d'immatriculation des copropriétés. L'ALEC, nous, on l'a demandé à la métropole. Et on a pu en tirer des enseignements locaux, là, que je vais vous partager, mais c'est plus pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut obtenir comme information grâce à ce registre. Sur la métropole de Grenoble, il y a 5500 copropriétés environ, qui étaient enregistrées en avril 2020. Et donc, on peut en tirer plusieurs enseignements, notamment la taille des copropriétés. On voit que nous, un peu plus de la moitié des copropriétés ont entre 0 et 20 lots. Un quart est entre 20 et 50 lots. Voilà, et on a quand même 220 copros qui sont de plus de 100 lots. Donc 220 copropriétés, c'est quand même assez gros. C'est quand même non beaucoup et on sait qu'on peut aller vers ces copropriétés-là. On peut voir aussi les périodes de construction. Donc je vous disais que trois quarts au niveau français des copropriétés sont d'avant 49. Pour nous, à Grenoble, c'est pas le cas. On a seulement un quart qui est d'avant 49 et on voit qu'on a un parc d'après-guerre jusqu'aux années 75 qui est très 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 représenté. Et ce qui correspond à la période de croissance de la métropole grenobloise. Avant-guerre, c'était vraiment une toute petite ville qui s'est énormément développée dans les années 60-70 et encore jusqu'à aujourd'hui. Donc on a un parc ancien qui est un petit peu moins représentatif de ce que ça peut être au niveau national. Vous verrez que ça a eu une influence sur les politiques publiques qui ont été menées par la métro. Et on peut voir aussi les types de chauffage. Donc nous, on a à peu près trois quarts de chauffage individuel et un quart de chauffage collectif dans les copropriétés. Voilà, c'est quelques exemples de ce qu'on peut tirer. Je vous invite à aller tirer les enseignements de ce registre d'immatriculation, bien qu'il ne soit pas exhaustif,
c'est quand même une obligation pour les copropriétés de le remplir. Donc ça apporte des informations. Je reviens au national et je regarde plutôt du côté contexte réglementaire, grands objectifs nationaux. Et là, on s'aperçoit que c'est un peu la foire. Il y a plein d'objectifs, il y a plein de lois qui se sont superposées. La loi de transition énergétique pour la croissance verte. euh, et l'une des dernières, il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec des objectifs annuels, des objectifs à 2023, des objectifs à 2025, à 2030, à 2050. Je serais incapable de vous le présenter de manière exhaustive et claire. Du coup, si on avait à en retenir que deux, voire trois, finalement, ce serait la loi de transition énergétique pour la croissance verte dit qu'il faut rénover 500 000 logements par an. Celui-là, on l'entend souvent. Et que le parc de bâtiments doit être rénové au niveau BBC d'ici 2050. Voilà, deux objectifs très très ambitieux, mais qui peuvent fixer une ligne de conduite pour les politiques publiques. Un autre point important, c'est la mise en place du service public de la performance énergétique de l'habitat qui est demandé, qui est inscrit dans la loi de transition énergétique, qui doit être mis en place par les EPCI et qui s'est marqué, il s'appuie sur les plateformes territoriales de la rénovation énergétique qui existent aujourd'hui. Et donc ça a été dit en introduction là, de ce webinaire c'est un vrai sujet creusé dans votre communauté CNFPT. 2020, un des changements aussi, ça a été la mise en place du SAR, le service d'aide à la rénovation énergétique, pour financer l'accompagnement de la rénovation des logements. Donc, grosso modo, avant, c'était l'ADEME qui finançait directement les plateformes de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, ça va transiter par les EPCI avec des actes métiers, etc. C'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais on pourra en discuter peut-être plus dans les échanges si vous avez des questions à ce sujet. En tout cas, ça chamboule un petit peu ça chamboule un petit peu le contexte localement. Comment ça s'est traduit, ce contexte réglementaire, sur la métropole de Grenoble? Comme toutes les collectivités, elle s'est dotée d'un plan Air Énergie Climat qui a abouti en 2017 à un schéma directeur de l'énergie qui fixe les grandes orientations jusqu'à 2030. Et si on regarde plus précisément les orientations concernant le parc de logement, il y a un objectif affiché de moins 19% de consommation énergétique pour les logements d'ici à 2030, ce qui représente 9000 maisons et 25 000 logements collectifs privés sur 75 000 logements. Voilà. Et il y a aussi le parc de bailleurs sociaux. Adossé à ça, il y a la création du service public de l'efficacité énergétique. Donc au lieu la métropole a choisi de créer un service public plus large, qui n'englobe pas que l'habitat, mais tous les publics. Donc elle a enlevé le H de habitat. Ce service public de l'efficacité énergétique a été créé en 2019. L'ALEC, la SPL ALEC en est le principal opérateur sur le terrain. Et ça se traduit, en ce qui concerne les copropriétés, notre sujet du jour, en un accompagnement qui a été officiellement pérennisé jusqu'en 2030. Ça veut dire que toute copropriété qui demande des informations sur l'énergie pourra être accompagnée jusqu'en 2030. On va au-delà des mandats, en fait, finalement. Concrètement, donc là je rentre sur l'exemple de la métropole de Grenoble. Comme je le disais en introduction, c'est pas du tout un modèle à reproduire forcément. Il est contextualisé à notre territoire et c'est juste pour une illustration, quoi. La politique de la métropole en termes de rénovation des copropriétés, elle date d'il y a longtemps, du début des années 2000. Elle avait profité d'un appel à projet de l'ADEME à l'époque sur les OPATB, opérations programmées d'amélioration thermique du bâtiment, des grands boulevards de Grenoble. Ce sont des grands axes sur lesquels sont situées beaucoup de copropriétés des années des 30 glorieuses. Et cette OPATB avait donné lieu à 43 audits de copropriété, j'ai pas terminé la phrase, plusieurs rénovations de copropriété, j'avais plus les chiffres en tête. Mais ces audits de copropriété avaient conclu que sur ce parc d'après-guerre, des 30 Glorieuses, finalement, l'isolation de l'enveloppe était vraiment les travaux qui apportaient le plus de gains. Et en plus, sur ce type de bâtiment-là, c'est relativement simple à mettre en place, en œuvre.
Donc ça a donné lieu à partir de 2010 à 2014 à la campagne Murmure 1, qui a permis de rénover 80 copropriétés en isolation par l'extérieur. Ce qui était énorme à l'époque. En fait, il y avait peu de collectivités qui avaient ces résultats-là. Aujourd'hui, on a mesuré, puisqu'on a du retour, on a mesuré les consommations de chauffage. On s'aperçoit que c'est 41% de gains en moyenne sur les consommations de chauffage, mesuré au compteur de gaz, sur les copros en chauffage collectif. Donc c'est un gain réel et non pas calculé, c'est un gain mesuré en moyenne. Et via des enquêtes, on s'est aperçu que ce que les copropriétaires retenaient le plus, au-delà des consommations d'énergie, au-delà du coût des travaux, etc., c'était vraiment le gain en confort en hiver, mais aussi en été. Et nous, nous sommes dans une région où nous souffrons énormément des canicules. Et donc ce confort d'été est vraiment très important pour nous. Donc Murmure 2 a fait suite à ce Murmure 1 de 2016 à 2021. Donc là, on est en pleine transformation de ce dispositif. Et aujourd'hui, c'est plus de 200, même voire 300 copropriétés qui sont accompagnées. Murmure 2 s'est aussi attaqué aux maisons individuelles, je le cite, avec beaucoup de maisons qui sont accompagnées sur leur démarche de projet. Vous pourrez me poser des questions à ce sujet, mais là, ce ne sera pas l'objet de ma présentation. Concrètement, comment se traduit l'accompagnement? Toutes les copropriétés qui veulent bénéficier d'un accompagnement vont s'inscrire sur le site de l'ALEC via un formulaire. Donc elles peuvent venir soit directement elles-mêmes, soit via leur syndic, soit via l'espace Info Énergie, qui peut orienter des demandes de copro vers un accompagnement plus poussé. Et une fois qu'on a analysé la demande, qu'on a accueilli cette copropriété, qu'on a apporté un conseil de premier niveau, on peut l'orienter vers soit une réponse à un besoin spécifique, parce que c'est une copropriété qui a un besoin, une question très précise, soit l'accompagner vers une rénovation globale, soit l'accompagner vers une rénovation globale, mais qui va vers une rénovation exemplaire de type BBC. L'objectif est bien de tendre vers la droite, vers le BBC, mais on sait qu'il faut quand même, dans un premier temps, répondre aux demandes des copropriétés. Donc ça se traduit par une isolation, le besoin spécifique se traduit par l'isolation partielle d'un bâtiment, un bâtiment ancien par exemple, sur lequel on ne pourrait pas agir sur toutes les façades. Ça peut être des questions sur les chaufferies collectives, sur les énergies renouvelables. La rénovation globale, elle peut s'adresse aussi à toutes les copropriétés. On est sur l'enveloppe au global, la toiture, les planchers bas, les façades, voire les systèmes. Et vous verrez, nous on différencie justement les copropriétés qui ont été construites entre 1945 et 1975, qui peuvent bénéficier de subventions spécifiques, et les copropriétés d'avant 45 ou d'après 75 qui, pour l'instant, ne bénéficient pas de subventions dans le cadre de Murmure 2. Et enfin, on a un bouquet rénovation exemplaire qui est basé sur une obligation de résultat de type BBC. Voilà, donc je vais faire un petit focus sur l'accompagnement des copropriétés 1945-1975, puisque c'est là qu'il y a eu des subventions de développer. L'idée, c'est de faire étudier et réaliser un bouquet de travaux qui peut être, dans un premier temps, la rénovation progressive. Donc c'est l'isolation des façades. Ça restera le fil rouge, quoi qu'il arrive, de Murmure. Avec le remplacement des menuiseries des parties communes, puisque c'est celles-ci sur lesquelles on peut agir collectivement via une décision d'assemblée générale, avec la ventilation qui est fortement incitée, mais qui reste en option pour des questions techniques. La rénovation complète, qui en plus de la progressive, inclut les toitures et les planchers bas, isolation des toitures et isolation des planchers bas, donc le plafond des caves. Et la rénovation exemplaire, c'est-à-dire une complète dans laquelle on peut rajouter les menuiseries privatives et ou enfin la ventilation obligatoire et ou des travaux sur la chaufferie avec l'objectif d'un gain énergétique de 35%, puisque c'est aussi ce gain qui va déclencher beaucoup d'autres aides là qui se sont mis en place en 2020, notamment MaPrimeRénov' copropriété. Tout ça est encadré par un référentiel technique, un document qui spécifie pour chaque type de travaux quelles sont les résistances thermiques de matériaux obligatoires. On est au-delà des seuils d'aide nationaux. Donc par exemple pour les façades, le national, l'ex-crédit d'impôt, le certificat d'économie d'énergie demande
une résistance thermique de 3,7. Nous, on demande 5. Pour les toitures, c'est 6, etc. Et ce référentiel technique spécifie aussi le traitement des points singuliers, donc les ponts thermiques qu'il va falloir isoler, par exemple. Donc évidemment, il y a des aides qui sont associées, adossées à ces bouquets. La rénovation progressive a une petite incitation modeste. Clairement, la politique de la métropole, c'est d'aller plutôt vers des rénovations complètes ou exemplaires, avec une aide au syndicat de copropriété, donc une aide collective qui s'adresse à tous les propriétaires, qui est de 2 000 € par logement, plus 500 € s'il y a la ventilation collective qui est mise en place, et un bonus pour les copropriétés de moins de 20 logements, puisqu'on s'est aperçu que pour elles, les travaux étaient plus chers rapportés au logement, et donc un petit bonus pour elles. Donc une aide qui peut aller jusqu'à 3 000 € par logement. Le but de notre accompagnement est aussi d'aller chercher tout ce qui est possible d'aller chercher au niveau national. Donc ça, c'est une case qu'on a rajoutée en 2020 avec les MaPrimeRénov' individuels ou collectifs quand on est sur un gain de 35%, qui peut quand même apporter jusqu'à 3 750 € d'aide par logement, donc qui est très intéressant. Il y a un système d'aide individuelle pour les revenus très modestes et modestes selon l'ANA. Certaines communes abondent aussi pour des classes moyennes, c'est-à-dire des seuils qui sont au-dessus des seuils de l'ANA, ce qui évite l'effet de seuil justement, c'est-à-dire des personnes qui seraient juste au-dessus des plafonds mais qui ne seraient pas plus riches mais qui ne pourraient pas être aidées. Donc on rajoute un seuil supplémentaire et c'est très très positif. C'est quelque chose qu'on incite fortement auprès des communes. Donc l'aide individuelle, elle comprend des aides de la métropole, de l'ANA et certaines communes qui abondent. Et enfin, on met en avant les solutions de financement via des prêts collectifs, des prêts que vous connaissez peut-être déjà via des prêts donc Coprosan, qui était du crédit foncier, qui est maintenant de la caisse d'épargne, d'Homofinance, ou les éco-prêts à taux zéro collectifs. Mais honnêtement, je crois que j'en ai jamais vu à Grenoble, tellement ils sont compliqués à monter et, euh, et, euh, et puis très spécifiques aux travaux d'économie d'énergie, alors que ceux-là ont des taux très intéressants et finalement sont beaucoup plus simples à monter et englobent d'autres travaux non énergétiques. Voilà, donc nous avons un accompagnement très complet du début jusqu'au post-travaux qui est mené par deux opérateurs, nous-mêmes la LEC, mais aussi Solia en tant que pour l'ingénierie financière du projet. Et donc notre accompagnement, euh, je vois que le temps tourne, il faut que j'accélère. Notre accompagnement vise dans un premier temps à accompagner la copropriété vers une assemblée générale où ils vont pouvoir nommer une maîtrise d'œuvre à travers des réunions, une visite de la copropriété, etc. Lorsque la maîtrise d'œuvre est nommée, la LEC reste en soutien pour valider le programme de travaux, vérifier qu'il correspond bien aux critères de murmure, au respect du référentiel technique et aussi aux contraintes architecturales locales. Et ensuite, c'est Solia qui prend le relais sur l'ingénierie financière, le but étant d'accompagner les copropriétaires individuellement pour qu'ils aient chacun la simulation de leur quote-part avec les aides qu'ils vont pouvoir obtenir, pour que le jour de l'Assemblée générale de vote de travaux, ils puissent avoir toutes les clés et les informations pour prendre une décision avisée. Donc on espère que ça débouche sur des votes de travaux. Les dossiers de financement sont montés par Solia et la LEC revient sur un suivi post-travaux quand c'est du chauffage collectif. Voilà, c'est très rapide. Je vous présente quelques résultats. Aujourd'hui, pour les copropriétés 1945-75, nous en sommes à 227 copropriétés qui sont accompagnées. Il y a 166 copropriétés qui sont déjà dotées d'un maître d'œuvre. On a un taux de vote de maîtrise d'œuvre qui est très élevé, qui est presque de 90%, puisque en fait ça c'est directement lié, je pense, à l'acculturation du territoire à cette démarche-là, puisque ça fait 15 ans qu'il y a cette démarche de faire les travaux par des maîtres d'œuvre, donc c'est devenu vraiment dans la culture de passer par ces maîtres d'œuvre. Donc on a beaucoup de copros qui sont déjà dotés d'un maître d'œuvre. Et en termes de vote de travaux, pour l'instant, on a une cinquantaine de votes de travaux. Beaucoup de rénovations complètes, comme je le disais, peu de progressives parce que c'était peu incitatif, et quelques rénovations exemplaires.
On a 120 copros qui sont en cours d'accompagnement qui auraient dû voter en 2020 et 2021. Avec le Covid, malheureusement, on a pris beaucoup de retard. Peu de votes négatifs. Par contre, des abandons en cours de route qu'on explique de différentes façons, mais qui sont un peu notre point noir. On n'est pas satisfait quand des copropriétés sortent du dispositif. Ça peut être soit la volonté de la copropriété, soit du syndic, soit du maître d'œuvre, mais en tout cas, pour nous, c'est un peu triste parce qu'elles n'ont pas bénéficié de la totalité de l'accompagnement. Mais pour l'instant, un très bon taux de vote de travaux, sachant qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas voté. Pour les hors 45-75, j'ai quand même mis cette diapositive, puisque même malgré l'absence de subventions spécifiques métropolitaines, on a quand même les aides nationales. Et pour l'instant, on a 13 votes de travaux, dont 7 rénovations de façade, hors aide murmure. Voilà, donc c'est pour dire il y a pas mal de demandes, et ces demandes d'accompagnement de ces copropriétés-là sont en très forte augmentation ces derniers mois. Au niveau des moyens mis en œuvre par la métropole, les montants de travaux aujourd'hui sont de 31 millions d'euros. C'est les travaux qui ont été engagés sur la métropole. Il y a eu 8 millions, presque 9 millions d'aides publiques engagées. Ça, c'est des chiffres de début d'année 2020, donc ils sont un peu... Voilà, c'est début d'année 2020. La métropole avait budgété 11 millions d'aides publiques. Elle en a dépensé à peu près la moitié. L'ANA, un peu moins que ce qu'elle pensait, 6 millions. Et les communes ont versé à peu près un demi-million d'aides. Et il y a sur l'ensemble de ces 5 années 4,6 millions d'aides qui ont été budgétées pour l'ingénierie, c'est-à-dire l'accompagnement de l'ALEC et de Solia. Et comme on était à mi-parcours là en début d'année, c'est à peu près la moitié qui avait été dépensée. Voilà, pour conclure, c'est très rapide, hein, nos fiertés et nos questions, en gros. Nos fiertés sont qu'il y a des dynamiques territoriales fortes et solides, c'est-à-dire que avec cette politique qui a été menée déjà à travers l'OPATB dans les débuts des années 2000, Murmure 1 puis Murmure 2 aujourd'hui, il y a une très forte dynamique de rénovation des copropriétés. En plus, comme je le disais, nous sommes sur un parc des années des 30 glorieuses qui est très présent. Et donc c'est un parc qui est facile enfin le plus il n'est pas facile, mais le plus facile à traiter. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a une vraie dynamique sur notre territoire. Des subventions, de l'accompagnement et un travail de mobilisation qui permettent que les projets se concrétisent. Voilà, on insiste, les subventions c'est bien, mais l'accompagnement, mettre les moyens pour avoir un dispositif avec l'espace Info-Énergie et la structure porteuse de cet espace Info-Énergie, Solia ou Urbanis ou des opérateurs de ce type-là, qui accompagnent la copropriété dans la durée, c'est vraiment la clé pour nous de la réussite. Sans cet accompagnement, il ne se passe pas grand-chose. Et un travail de mobilisation qui est important. Et ça s'est traduit au cours de toutes ces années d'une montée en compétences des acteurs, syndics, qui sont sensibles à ces questions-là, même s'ils ont aussi évidemment leurs contraintes. Les maîtres d'œuvre qui sont, voilà, on a des maîtres d'œuvre spécifiques copropriété, et puis des entreprises qui sont aussi aguerries à ces travaux d'isolation, malgré les contraintes qu'on leur impose avec notre référentiel technique ambitieux. Elles savent mettre de l'isolation performante, R égale 5, donc assez imposante, traiter les ponts thermiques. Voilà, elles ont râlé au début, et puis finalement aujourd'hui, il y a une vraie montée en compétences et elles savent faire des travaux vraiment performants. Nos points de difficulté, nos questions qui restent à traiter, c'est le cas des petites copropriétés. Comment des petites copropriétés de 5-6 logements, on les embarque dans la rénovation énergétique? C'est un peu plus difficile parce que l'étude de maîtrise d'œuvre coûte plus cher, les travaux coûtent plus cher. Donc vous avez vu que les aides ont été un peu adaptées. Il y a une prime aux petites copros. Voilà, et je pourrais conclure sur autre chose après. Et on a aussi le cas du bâti ancien avant 45 et du bâti plus récent des années 80, qui est déjà isolé, mais loin des standards actuels. Et pour moi, c'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui, puisque ce parc des années 80-90, il a 30 ans aujourd'hui, voire ouais, 30 ans, et voire un peu plus, et il est dans une nécessité de rénover ses bâtiments.
Donc aujourd'hui, ces bâtiments-là, ils viennent à la LEC et ils doivent faire des ravalements. Et donc, comment on les aide à aller vers des bâtiments plus performants que ce qu'ils ont aujourd'hui? C'est une vraie question qui va arriver, qui arrive. Voilà, j'ai quand même un petit mot à dire lié au contexte très 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 actuel du SAR que j'ai évoqué un petit peu avant, où la métropole là, de Grenoble va profiter de ces financements SAR pour mettre des aides à la décision aux copropriétés, quelle que soit leur période de construction d'ailleurs, avec une aide à l'audit et une aide à la maîtrise d'œuvre pour étoffer un peu cette compétence maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est des projets qui sont dans les tuyaux. Il y a une délibération qui va avoir lieu le 18 décembre, qui normalement devrait être votée, où il y aura une aide à l'audit et puis à une maîtrise d'œuvre plus poussée qui inclut un BET fluide. Voilà. Il est Bien. 13h02, j'en ai fini. Oui, c'est formidable. Vous êtes rentré dans le délai qui était prévu. Merci, Monsieur Breton, pour cette présentation très claire et d'une efficacité redoutable pour ceux qui veulent du chiffre et du retour d'expérience. Vous avez donné exactement les points d'accès pour recueillir les informations préalables et pour ensuite produire du résultat avec, comme vous l'avez dit, 15 ans d'expérience. Donc c'est important. Alors pour rassurer tous les participants, et c'est un peu le lot de chaque webinaire, les diaporamas, c'est-à-dire les supports de présentation qui sont utilisés par les intervenants, sont à disposition au format PDF. Ils seront mis en ligne sur le site de notre e-communauté dans les jours qui viennent. Hein. Et donc, vous inquiétez pas, vous aurez accès à tous ces chiffres et cette présentation. Alors maintenant, pour ce qui est du lot de questions qui ont été accrochées au fur et à mesure de votre intervention, il y avait Monsieur Pachon qui demandait, il y avait un lot de 227 copropriétés là, qui avait été repéré dans votre diaporama. Alors je ne sais plus à quelle page, mais il pose la question de savoir comment depuis quand les accompagnements sont faits sur ces 227 lots-là. Est-ce que vous pouvez répondre tout de suite? Oui. Donc aujourd'hui, c'est 227 copropriétés, c'est même un peu plus si j'ai pas pris les tout derniers chiffres du mois de décembre, mais ça augmente un petit peu chaque mois. Ce sont des copropriétés qui sont accompagnées depuis 2016 dans le cadre du lancement de Murmure 2. Voilà, il y avait pour être précis, en fait, l'annonce d'un Murmure 2 a été faite en 2015 par les élus de l'époque. Et ça a généré beaucoup de demandes, puisqu'il y avait eu un temps d'arrêt entre Murmure 1 et Murmure 2, un trou en fait, sans rien. Et donc il y avait des copropriétés qui étaient en forte demande, et donc dès 2015, il y a eu des inscriptions. Malheureusement, voilà, on les faisait patienter un petit peu tant que les textes officiels n'avaient pas été publiés. Et donc en 2016, ça a été le lancement officiel, et on avait déjà une certaine quantité de copropriétés. Puis il y a eu beaucoup d'inscriptions au démarrage. Maintenant, il y en a un petit peu moins. Mais elles sont accompagnées depuis le début 2016. Ouais. Voilà, donc Monsieur Pachon a sa réponse 2016, hein, le début de l'opération Murmure 2. Ensuite, une question qui coule de source, mais qui dépend plutôt du budget, à mon avis. Manfred Amoureux pose la question, quelles sont les sources de financement pour les aides que vous versez? Alors, si vous pouvez lui indiquer les lignes budgétaires ou les votes Alors, qui sont communs ouais, dans je votre vais répondre. collectivité. Alors moi, comme je suis de l'agence locale d'énergie et pas de la métropole, je vais vous répondre avec les connaissances que j'ai. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, donc il y avait des financements de l'ADEME et de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la plateforme de la rénovation énergétique, puisque Murmure 2 est une plateforme de la rénovation énergétique. Ça finançait en grosse partie le fonctionnement de l'ALEC et une partie des aides, des subventions. Il y a un programme d'intérêt général, un PIG, en partenariat avec l'ANA, qui finance en partie l'accompagnement de Solia, mais pas que. Euh, il y a pour les rénovations exemplaires, il y a eu le
programme d'investissement d'avenir national qui s'appelait Écocité, qui a permis d'obtenir des fonds pour financer les rénovations exemplaires. Et puis il y a une partie de fonds propres de la métropole. Aujourd'hui, ce panorama change un petit peu puisque les plateformes de la rénovation énergétique seront financées via le SAR euh, et que la métropole va aller chercher aussi des financements européens qui s'appellent ELENA, qui vont permettre de financer une grosse partie de l'ingénierie du projet. Il y a également, j'ai oublié de le dire, les certificats d'économie d'énergie, puisque dans le cadre de Murmure, les copropriétés ne pouvaient pas valoriser les certificats d'économie d'énergie de leur côté, ils étaient captés par la métropole, et donc ça faisait aussi une source de recettes pour la métropole. Bien, Voilà. merci. Et puis, J'ai pas les chiffres à mettre en face, mais voici ouais. voici un peu le panorama des ressources, quoi. Ben, écoutez, si plus de besoin, je crois que vous communiquez vos coordonnées en fin de diaporama. Vous pouvez très bien, ou vous pouvez très bien via la plateforme AI Communauté Transition énergétique, reformuler les questions à Monsieur Bogoto. Voilà. Donc ensuite, autre question du budget. Quels sont les leviers que vous utilisez pour arriver à faire de l'ITE, hein, donc de l'isolation thermique par extérieur, sur le parc d'avant 48? Est-ce que vous argumentez sur la valeur patrimoniale, sur des remontées d'humidité dans les murs, des choses comme ça? Quels sont vos leviers? Alors, c'est une grosse question et donc il y a plusieurs contraintes. Il y a déjà les contraintes architecturales. Il est très rare de pouvoir isoler les façades sur rue puisqu'elles ont un cachet architectural particulier et notamment la ville de Grenoble est très vigilante à garder cet aspect-là. Euh, donc quand on isole les façades de ces copropriétés, c'est surtout les pignons et les façades sur cour, d'une part. Euh, on, on leur explique qu'on va mobiliser les aides nationales, donc ça va être leur levier, le levier financier. Effectivement, il y a le levier du confort sur lequel on insiste beaucoup et sur lequel on a des retours via les enquêtes qu'on a pu mener sur les copropriétés qui avaient déjà réalisé des travaux. Euh, de manière générale, il est quand même assez dur hein, d'embarquer les copropriétés d'avant-guerre sur ces travaux-là. Et il y a beaucoup de précautions à prendre sur les matériaux utilisés aussi. On est très vigilant par rapport à ça. Il n'est pas question de mettre du polystyrène sur des vieux bâtiments en vieille pierre. Euh, euh, Comment on les incite je pense qu'il y a aussi cette acculturation. Et bon, Grenoble, vous le savez, est une ville qui est de tendance quand même écologique. Et je pense que ça joue aussi, mine de rien, dans la volonté des propriétaires d'isoler. Ce sont des vraies questions. Et on a vu vraiment l'évolution au cours des années. C'était pas vrai il y a 10 ans, c'était pas vrai encore un peu moins vrai il y a 6-5 ans. Mais aujourd'hui, avec les campagnes faire qui sont faites, la vague verte, si on peut l'appeler, des municipales, etc., on sent qu'il y a de plus en plus de demandes de ces copropriétés-là pour faire des travaux d'isolation. Vraiment, on le constate. Après, de là à ce Voilà. qu'elles Ben, bossent, c'est une autre paire de manches. ouais, c'est- oui, on a bien compris que dans le processus, il y avait effectivement aussi ces problèmes de vote. Donc, je pense que les leviers ont été évoqués. Il y en a peut-être d'autres, mais en tous les cas, merci pour ces précisions. Sur un autre terrain de jeu que les bâtiments d'avant 48, sur les petites copropriétés, une question de monsieur ou de madame Pachon, sur les bouquets de travaux sur ces petites copros, hormis l'incitation que vous avez à la petite plus-value que vous leur donnez quand ils sont moins de 20 copros ou 20 logements. Donc, est-ce que vous avez des précisions là-dessus sur les... Sur les bouquets de travaux, alors les bouquets de travaux sont identiques. Vous avez remarqué en fait que on est sur des solutions préconçues, c'est-à-dire qu'on demande aux copropriétés si elles veulent la subvention, de réaliser ces travaux. On n'est pas sur une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une obligation de gain énergétique. Jusqu'à maintenant, hein, en tout cas, on ne l'était pas, ça va peut-être changer là avec la nouvelle donne des aides, mais on était surtout sur des obligations de bouquet. Et cette obligation de bouquet, c'est la raison pour laquelle on est parti sur les copropriétés 45-75,
puisque, comme je l'ai dit, les nombreux audits qui avaient été faits montraient que c'était vraiment les travaux à faire. Et donc, quelle que soit la taille de la copropriété, c'est le même bouquet qui est dans laquelle les copropriétés s'inscrivent. Euh, Par contre, effectivement, on s'aperçoit que ramener au logement, ça coûte un petit peu plus cher pour les petites copropriétés, d'où ce bonus. Mais le bouquet est le même, c'est-à-dire si c'est une rénovation complète, c'est les façades, la toiture, les planchers bas et les menuiseries des parties communes. Je sais pas si Voilà, c'était ça la réponse. question. Oui, c'est la question, c'est la question. Quel bouquet de travaux utilisez-vous pour les petites copropriétés? La réponse a été parfaitement comprise, je pense, par Monsieur Pachon. Alors ensuite, Monsieur, Madame Aubert, excusez-moi, hein, j'ai pas toujours les références. Comment estimez-vous les besoins financiers sur les crédits ANA, c'est-à-dire les copros plus les individuels? Comment arrivez-vous à estimer vos besoins financiers sur cet Alors, accompagnement? euh, donc là, il faut revenir à la notion de parcours d'accompagnement. Euh, Nous avons un comité technique qui consiste en la métropole, l'ALEC et Solia, et nous nous réunissons chaque mois pour présenter les copropriétés à leurs différents stades d'avancement. Donc il y a un premier comité technique, le comité technique 1, pour lequel la copropriété est présentée par l'ALEC. Suite à notre visite, on a fait notre étude, on appelle ça l'étude personnalisée, c'est un reportage photo finalement de la copro, en disant bah voilà, cette copropriété, elle rentre dans Murmure, elle va être accompagnée, elle va faire tel et tel travaux. Le comité technique numéro 2 arrive au moment où la copropriété a son bouquet de travaux conçu par le maître d'œuvre et nous validons les aspects techniques et architecturaux du projet. Le comité technique numéro 3, c'est Solia qui le présente. C'est la copropriété qui a obtenu ses devis suite à consultation des entreprises. Et donc, cette copropriété, elle a les devis et on connaît en fonction de son nombre de logements, le coût des travaux, la quote-part, et on prend des hypothèses de propriétaires, du nombre de propriétaires modestes ou très modestes qu'il y a dans cette copropriété-là. Donc c'est basé sur des ratios par l'expérience de Solia finalement. Et c'est là que la métropole et l'ANA vont pouvoir un peu budgéter en se disant bah tiens, cette copropriété-là, elle est prête à voter. Euh, Elle a fait telle taille et les travaux coûtent tant, donc on va avoir tant d'argent à débourser. Plus ou moins, ça reste approximatif. Mais du coup, chaque mois, elle voit passer tous les comités techniques numéro 3, donc des copropriétés euh, qui vont voter. Et il y a ensuite le comité technique numéro 4 qui est là après avoir vraiment fait l'enquête sociale, en sachant exactement combien il y a de modestes et très modestes. On sait exactement quels sont les montants d'aide qui vont être sollicités auprès de la métropole et des différents financeurs. Ça, c'est copropriété par copropriété. Et comme on sait, la métropole s'est fixé des objectifs de 5000 logements sur les 4 années de dispositif. On sait à peu près combien vont voter dans l'année, enfin vont aller au vote. C'est comme ça que en grosse maille, on arrive à avoir des enveloppes à réserver côté métro et côté ANA pour Murmure. Là, pour être honnête, en 2020, les enveloppes, enfin, on s'est complètement planté puisque du coup, on avait imaginé qu'il y aurait plein de votes en 2020, puis avec le Covid, il y a eu quasiment 0 vote. Donc ces enveloppes-là, elles vont pas être consommées. C'est un exercice qui est quand même périlleux. C'est un peu par expérience qu'on chiffre ces enveloppes-là, mais voilà, on peut se tromper. Bien, ben merci pour ces précisions. Et je pense qu'après, effectivement, cette sortie de confinement, on va pouvoir peut-être y voir plus clair. Mais c'est vrai que ça peut aussi perturber tous ces programmes et ces interventions. Alors, pas une ultime question, parce qu'il y en a d'autres qui se profilent, mais c'est un sujet intéressant. Quelles actions de communication et de sensibilisation sont mises en place pour encourager les copros à s'engager dans une rénovation? Alors, je suppose que c'est dans ce domaine-là, Grenoble étant exemplaire depuis des années, vous avez des supports de communication qui sont déjà rodés et qui Oui. peuvent peut-être mettre la puce à l'oreille à certains. Alors, bah justement, j'avais prévu Et là, cette la question. question, excusez-moi, la question était de Mathilde Lemancel, pardon. Euh, je- je-
Effectivement, moi, je vous ai présenté uniquement l'accompagnement parce que j'étais un peu limité en temps, mais j'attendais bien cette question et merci de l'avoir posée. Il y a un gros volet, l'accompagnement c'est spécifique copro par copro, c'est une de nos missions, mais il y a un gros volet communication et mobilisation qui est très important, sur lequel nous passons du temps et avec plaisir aussi, parce que ce sont des actions qui sont souvent assez sympas à mener. Donc on a une newsletter copropriété qui est envoyée 2 fois par an, donc c'est vraiment pas le but de noyer d'informations, mais 2 fois par an on fait un point sur l'actualité du dispositif, les nouvelles aides, un point technique, il y a différents sujets qui sont abordés. On a des fiches de site qu'on réalise sur des opérations qui sont terminées et qui sont réussies pour montrer à d'autres que c'est possible de faire bien. Et puis on indique quelles sont les économies d'énergie, quels ont été les coûts, quels ont été les acteurs du projet. On a un partenariat avec les exploitants de chauffage pour essayer, alors ça c'est un peu plus laborieux, c'est un peu moins une réussite pour l'instant, mais ça démarre tout juste, pour essayer de les impliquer dans l'après-travaux et vérifier que les économies d'énergie sont bien au rendez-vous. On fait des choses qui sont très très bien, qui fonctionnent très bien. Ce sont des ateliers témoignages où on fait lors un samedi matin sur 2 heures, 1 heure en salle avec des conseillers syndicaux qui ont fait des travaux, qui viennent témoigner de leur vie dans leur nouvelle copropriété et puis comment s'est déroulé leur projet. Et ensuite, on va voir la deuxième heure un chantier en cours. Ça, on a des très très bons retours sur ça. Ça rassure énormément les copropriétaires qui sont engagés dans le dispositif mais qui n'ont pas encore voté. Ça permet d'avoir des témoignages de leurs pairs copropriétaires et non de théoriciens comme nous. On peut être vu comme des fois comme des théoriciens, alors que là, c'est les copropriétaires qui parlent. On a une formation pour les conseillers syndicaux qui s'appelle Renault Copro, qui est un peu comme le MOOC qui existe, que vous connaissez peut-être déjà, mais là, c'est une formation. Il y a 6 modules qu'ils apprennent en ligne, et tous les deux modules, on fait une séance en présentiel. Après le module 1 et 2, on se réunit, on discute, on échange, et puis ensuite ils vont voir le module 3 et 4, et 3 semaines après on se réunit, on échange. Ça marche très très bien, on en est à notre 8e édition, euh, et on fait cette communauté de référents énergie qui ont été formés dans les conseillers syndicaux. On fait aussi des animations type World Café pour essayer d'améliorer notre dispositif et puis savoir comment on peut mieux communiquer dans la copropriété, voilà ce genre de questions. On fait aussi un observatoire des coûts de travaux, ce qui nous permet d'avoir euh, des ratios. On suit les travaux qui ont été faits, et on les rentre dans des immenses tableurs où on essaie de tirer des enseignements de tout ça, de voir l'évolution des prix aussi, puisque les prix augmentent et comme ça nous permet de retourner voir les fédérations des bâtiments en disant attention, si vous continuez à augmenter les prix, ça va créer des problèmes. Soit les copros voteront plus, soit elles se mettront en difficulté. On a un observatoire des consommations de chauffage pour mesurer les consommations avant et après travaux. Et puis, comme je l'avais cité, on fait des enquêtes et des entretiens. Donc, surtout là, la première ligne contribue beaucoup aussi à mobiliser les copropriétés, les rassurer, créer de l'humain en fait autour de tout ça et les inciter à se lancer dans la rénovation ou les conforter quand ils le sont. Eh bien, Madame Lamancelle doit être comblée parce que là, c'est pas quelques actions, c'est beaucoup d'actions qui sont effectivement mises en exergue et mises surtout à l'expérience hein, que vous avez eue. Et effectivement, tout ce côté relations, réunions, formation, tout ça peut ne qu'inciter à ces travaux. Et merci pour cette réponse à cette question cachée. Enfin, la réponse à la question était cachée, mais merci à cette question. Alors, ensuite, dernier point de vue qui est aussi intéressant, qui est posé par Amorce, par Clémence Foléas. Comment s'imbriquent des rénovations que vous suivez avec des réseaux, par exemple? Est-ce que un coach copro ou la copro est possible? Est-ce que les copropriétés sont arrivées par ce biais directement via l'ALEC? Voilà. Donc, est-ce que les réseaux sont visités ou concernés par ces rénovations? Oui, alors nous, on est en lien avec les programmes C2E type Copro des possibles, le MOOC Renault Copro qui a été mené par l'ALEC de Lyon et l'ASDER à Chambéry. On suit de loin le programme Récif qui a été évoqué en introduction de ce webinaire. Donc on
on est en lien avec la sphère copro nationale. La copro des possibles, on n'y participe pas parce que cette année a été compliquée pour nous. On est passé en SPL, il y a eu plein de changements. C'était pas le bon moment. Par contre, on suit attentivement ce qui s'y passe et on est très preneur de leur méthode et de leur approche qui est super intéressante, plutôt basée sur la participation et l'humain. Euh, Par contre, coach copro, on n'est jamais rentré dedans parce que notre accompagnement a précédé, enfin Murmurin a précédé l'existence de coach copro. Et finalement, Murmurin avait fait l'objet d'une énorme campagne de communication pour mobiliser, parce il y avait pas trop de dispositifs avant. Et finalement, la notoriété acquise lors de Murmurin nous a permis d'avoir des copropriétés dans Murmure 2 sans communiquer. Juste le fait que les syndics soient au courant, que les copropriétaires soient en attente, on n'a pas eu besoin de communiquer, donc les copropriétés sont venues toutes seules à la LEC. Voilà, c'est facile à dire comme ça, mais on avait profité de la notoriété de Murmurin, on n'utilise pas Coach CoPro, donc elles arrivent directement via les syndics ou via les conseillers syndicaux. Ce que j'annonce comme une success story n'est évidemment pas valable dans la durée. Et aujourd'hui, on remarque une nette baisse des inscriptions des copropriétés, il faut le dire. Et donc, on fait un gros travail de démarchage des syndics. On va les rencontrer, on réexplique notre accompagnement. On leur explique aussi que, bien que Murmure 2 soit affiché jusqu'en 2020-2021, la métropole a la volonté de poursuivre ces aides à l'investissement, ces aides aux travaux. Donc, il ne faut pas arrêter la dynamique et qu'il faut continuer. Donc, c'est notre message aujourd'hui. Et je pense qu'en 2021, il y aura une nouvelle campagne de com pour essayer de mobiliser les copropriétaires, puisqu'il faut pas non plus qu'on s'assoie sur nos lauriers. Voilà. Oui, bien, merci d'autant plus que comme vous l'aviez évoqué dans les textes réglementaires, il y a des grandes ambitions qui sont affichées. Alors j'ai autant envie de dire, il faut que les moyens soient associés et les réseaux peuvent être des moyens, effectivement. Et les réseaux et l'enrichissement des réseaux par l'expérience des uns et des autres peut aussi contribuer à l'évolution et à faire que ces copropriétés, qui sont pour beaucoup des passoires énergétiques, eh bien, deviennent enfin des bâtiments acceptables autant au niveau de leurs charges qu'au niveau de leurs impacts sur les consommations et sur l'environnement. Voilà, Madame Pachon prendra contact avec vous pour effectivement peut-être avoir un peu plus d'échanges sur les copros d'avant 45. Donc ben voilà, ce webinaire sert aussi à retrouver des contacts et du réseau pour s'enrichir de l'expérience des autres, comme on dit. Et sinon, ben écoutez, moi j'ai pas de questions subsidiaires pour l'instant. Nous sommes à peu près dans les temps, complètement dans les temps d'ailleurs. Donc je veux simplement rappeler peut-être, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard ou qui n'ont pas eu l'audition d'Emmanuel Poncet, qu'une formation spécifique sera développée en support avec la région Île-de-France sur justement les rénovations de copropriété. Donc je pense qu'après, il y aura peut-être des répétitions régionales qui se feront. Et là, pour l'instant et pour l'heure, je crois qu'il y a une formation au mois de mai 2021, je crois. Et donc, par ailleurs, le CNSPT a tout un programme de formation qui peut effectivement alimenter tous les besoins que constitue effectivement l'accompagnement ou le diagnostic sur ces copropriétés. Voilà, et ces formations sont bien sûr à destination des agents territoriaux. Donc pour notre part, je vais remercier M. Bogoto pour la qualité de ses propos et surtout de sa présentation qui, comme je l'ai dit, sera mise en ligne au format PDF pour les personnes intéressées. Parallèlement, j'en profite pour confirmer aussi que le prochain webinaire qui nous lira sera le 10 décembre prochain, qui concernera un autre sujet des évolutions énergétiques. Ça sera les réseaux énergétiques intelligents, avec le témoignage d'Enedis et de l'évolution du distributeur aujourd'hui d'électricité en France sur son projet de
de réorganisation. Et puis aussi SPUL pour une projection sur les réseaux énergétiques intelligents qui font l'objet aussi d'une journée nationale au niveau du CNFPT qui est programmée en mars 2021, je crois, sur Montpellier. Vous aurez des informations à ce sujet sur le site de la communauté transition énergétique que j'anime pour encore quelques temps. Et donc, ce que je souhaite maintenant à tous, c'est une bonne fin de journée, un remerciement d'avoir participé, et puis on vous dit à bientôt sur le site de la communauté et sur un prochain webinaire. Voilà, merci Monsieur Bogoto encore de la qualité de vos interventions et de vos supports, et puis à une prochaine. À une prochaine. Au revoir. Bonne fin de journée à tous.